Et coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit déjà des sorties poche d'octobre, oui, même si on n'est qu'à la moitié du mois, tout simplement parce que le dernier dimanche, enfin le dernier samedi du mois, on va dire, est un 30, voilà, donc du coup ça décale d'une semaine et donc de 2 semaines, voilà. J'espère que vous avez suivi. Donc normalement, avant-dernier dimanche du mois, c'est les sorties poche. J'en ai sélectionné 28. Voilà, comme d'habitude, donc c'est ma sélection personnelle, hein, c'est pas exhaustif. C'est les livres qui soit me font envie, soit que j'ai lu et que je vous recommande. Il y a aussi des mangas. Tout ce qui est, en gros, tout ce qui est en dessous de 15 euros, je le mets là, quoi. C'est à peu près ça. Voilà. Parce qu'il y a les, voilà, c'est le live pas cher. Et puis après, la semaine prochaine, ce sera le live cher avec les sorties grand format. Là, ce sera plus la même chose. Et d'ailleurs, ça va être compliqué. Je pense qu'il va y en avoir plus. Parce que le mois d'octobre, on est encore... C'est encore la rentrée littéraire. Hein. La rentrée littéraire, c'est vraiment août, septembre, octobre. Et donc, il y a encore beaucoup de choix. Voilà. Salut Stéphane. C'est pas... Non, oui, il va y avoir quelques mangas, mais c'est surtout les sorties poche. Donc, du coup, on va passer là. Ça va arriver, voilà. Donc, oui, j'ai pas trié d'habitude. Je mets... Bon, bref, c'est pas grave. C'est dominé, ouais, ces sorties poche sont dominées par les thrillers. Ce qui ne sera sans doute pas le cas des sorties grand format. Honnêtement, je crois qu'il y avait pas mal de... J'ai surtout vu pas mal de SFFF en grand format. Mais en poche, ouais, il y a pas mal de thrillers. Voilà, après, c'est plus ou moins équilibré en dehors de ça. Y a... il y a quelques true crime, effectivement. Voilà. Vous allez voir ça. Ah oui, alors je précise aussi que il va y avoir des romances de Noël. Je mets rarement des romances dans mes sélections. Mais voilà, là c'est octobre, c'est le mois des sorties des romances de Noël. Et donc j'étais obligée d'en mettre 3-4 dedans, histoire d'eux. Et puis voilà, donc ça va être romance de Noël et true crime, j'adore. J'adore ce mix. Allez, sur ce, c'est parti pour la première sortie. Et si déjà, vous avez les décodes de Noël. Vous avez les décos de Noël dans les magasins, ça y est. Et donc vous avez les romances de Noël qui arrivent. C'est ouf de se dire ça alors il fait encore super chaud dehors. On est encore en t-shirt, mais bon, c'est comme ça. Donc on commence avec Le bûcher des certitudes de Bernadette Pécassou qui sortira chez J'ai lu. Donc c'est un roman historique, alors vous vous doutez. Le titre, la couverture, tout ça, oui, on va être avec dans la thématique de la chasse aux sorcières. J'ai du mal, de la chasse aux sorcières. Donc, on est en 1609 au Pays Basque. Donc le Pays Basque est encore imprégné des mythes païens et on va suivre un homme qui est chargé par Henri IV d'éradiquer la sorcellerie. Et donc, il s'appelle Pierre de l'Ancre. Et pour ça, il a une méthode imparable. Merci Sophia pour le suivi. Et donc sa méthode, vous l'aurez deviné, hein, c'est de purifier les âmes en brûlant les corps. Mais oui, voilà. Et donc on va suivre le destin de 4 femmes. Amalia, la guérisseuse, Murgui, qui est une adolescente, on nous dit à la beauté du diable, Graciane, qui est marguillière de l'église, me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien, et Lina, qui est prête à tout pour fuir la pauvreté. Voilà, et donc échapperont-elles à la folie de ce chasseur de sorcières. Voilà. J'ai pas trop vu de retour sur celui-là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Ouais, la couverture est super belle. Moi, c'est complètement pour moi.
sera plus vert là comme ça. Donc voilà. Personne n'a lu. Salut Aurore, j'espère que tu vas bien. Ah oui, le dernier Luca Di Fulvio, il était sur les sorcières, je savais même pas. J'adore Steph. 4 romances, et oui. Et oui, et oui. Donc voilà pour celui-ci qui me donne quand même pas mal envie de le lire, honnêtement. On va pas se mentir. Il a l'air pas mal du tout. Je suis assez curieux. Moi, je pense du coup à un bûcher sous la neige. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le mot bûcher dedans, évidemment. Mais celui-là, il me hype plus pour le coup. J'avais bien aimé un bûcher sous la neige, mais bon, comme je vous ai dit, voilà, il y avait quelques petits bémols dedans. Mais voilà. Allez, je passe à la suite. C'était le 4 octobre, ouais, j'ai oublié de préciser. Ouais, alors là, il va y avoir une vague du 4 octobre. Hein. C'est la grosse vague de ce mois d'octobre, c'est le 4. Donc toujours le 4 octobre, chez HarperCollins Poche sortira Christmas Challenge de Karine Marcé. J'ai fait une sélection, moi, voilà, par rapport à mes goûts, à moi, entre guillemets. Moi, je veux bien lire des romances de Noël, mais il faut que ce soit un minimum drôle. Il faut qu'il y ait une thématique un petit peu originale, on va dire, même si c'est toujours difficile de faire original pour les romances de Noël. Merci Alice, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci beaucoup, déjà 13e mois, c'est ouf. Donc là, dans cette histoire, on suit Wendy qui est commerciale pour la société My Talent. Et elle a été missionnée pour partir sillonner la ville de Nantes pendant 1 mois. Son client, c'est les chocolats d'Amandine et sa mission, vendre un maximum de coffrets aux commerçants nantais à l'approche des fêtes. Afin d'aider la maison parisienne, donc My Talent, à s'implanter en région. Voilà, donc le but c'est de créer une filière en fait à Nantes, quoi. Donc voilà, elle est habituée à ce genre de choses, donc aucun souci pour elle, elle part tranquille. Mais malheureusement, au moment où elle va pour réserver son Airbnb, elle se rend compte que son patron s'est trompé. En fait, alors d'ailleurs, c'est pas elle qui a réservé, c'est lui qui a réservé. Donc en fait, au moment de prendre son Airbnb plutôt, hein, son patron qui lui a réservé son Airbnb, en fait, s'est trompé. Il a réservé seulement une chambre. Et donc, elle va devoir, vous l'avez deviné, c'est une romance de Noël, elle va devoir se fader un colocataire. Il s'appelle Léon, ça donne envie. Et lui, justement, il se trouve que il est aussi missionné pour représenter les chocolats d'Amandine, mais par une société concurrente. Et donc, il y a eu un appel d'offres de la part des chocolats d'Amandine, en fait, qui a fait appel à 2 sociétés différentes. Et donc, forcément, ils sont en concurrence tous les deux. Voilà. Bon, voilà, moi, j'aimais juste bien l'idée que ce soit dans le monde de l'entreprise et qu'il y a un truc comme ça d'appel d'offres et tout, parce que c'est quelque part, voilà, ça fait partie aussi de ma life à moi, donc même si je suis pas commerciale, mais les appels d'offres, je connais. Donc voilà, bah écoutez, voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ah, t'as des grésillements? Ah. Ah, moi tout va bien pourtant, hein, de mon côté, la connexion est nickel. Donc possible que ça vienne de Twitch parce que dernièrement, j'ai l'impression que dernièrement c'est un peu la cata. Hein. Ok, bah c'est Twitch. C'est Twitch qui déconne. Bon, c'est pas grave parce que moi l'enregistrement ça déconnera pas, donc voilà. Tant que vous arrivez à peu près à suivre, c'est déjà ça. Allez, je passe à la suite. Je crois que toutes les romances de Noël, c'est le 4 octobre, hein, donc vous allez à peu près les avoir toutes d'affilée. Donc, la suivante, c'est comment survivre comment survivre à Noël avec son ex. J'allais dire comment survivre à son ex, oui aussi, mais... de Ludo de Beurre. Alors, j'espère que je prononce bien son nom d'ailleurs. Alors, vous devez sans doute connaître cet auteur. C'est la première fois, qu'il édite un livre, mais c'est un youtubeur assez connu dans le milieu de Booktube.
C'est toujours d'ailleurs la chaîne, quoi que je crois qu'il a changé de nom, je sais plus. C'était Prends un livre et détends-toi. Je sais pas s'il a pas changé de nom. Et bah du coup voilà, c'était son rêve d'être publié et ouais. Et voilà, il a réussi, donc bah, c'est cool pour lui. C'est cool pour lui. Et voilà, et c'est vrai que son histoire a l'air intéressante. Alors après, voilà, est-ce qu'il écrit bien ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça rend curieuse. Ah mince, Sophie. Ouais, mais après, si tu bugs, c'est peut-être parce que tout le monde a l'air de bugger. Donc je pense que ça vient. Moi, ça vient pas de ma connexion. Pour une fois, c'est pas de ma faute. Je pense que c'est Twitch, hein. Dernièrement, il y a beaucoup de problèmes avec Twitch. Donc voilà. Alors, donc là, dans cette histoire, on suit Manon qui doit rejoindre sa famille dans quelques jours pour fêter Noël, sauf que sa famille lui demande évidemment éternellement, voilà, si elle vient accompagner. Et ben, voilà, elle est pas évidemment, elle est célibataire. Et en fait, voilà, pour pas avoir à subir encore les éternelles remarques de sa famille, elle va décider de choisir un faux petit ami sur un site qui est fait exprès en fait, qui s'appelle undatepournoël.com. Et donc voilà, donc elle réussit à trouver quelqu'un, mais le problème c'est que son date, son faux date en tout cas, va tomber malade. Et donc Manon va se retrouver toute seule à prendre le train. Et là, il se trouve que dans le train, elle va tomber sur son ex, qui s'appelle Julien. Et il se trouve que Julien, en fait, il a des remords apparemment d'avoir quitté Manon, puisque ils se sont pas, lui a pas dit toute la vérité visiblement, il n'a pas pu lui expliquer pourquoi ils s'étaient séparés. Et en fait, il va se retrouver, en fait, en gros, bon voilà, ce qui doit arriver arriva, elle va en gros lui demander de se faire passer pour son petit ami pendant le repas de Noël. Voilà, le truc classique. Ça, c'est un truc super classique, hein. Voilà. Ouais, non, c'est clair, Sophie. Clairement, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent cette thématique, ouais. Complètement, là, des ex qui se retrouvent ensemble, ou à devoir faire semblant, ou machin, bon, bref. Voilà. Donc, pour le livre, le premier livre de l'ami Ludo, en espérant pour lui que ça marche. Ça sera, oui, j'ai oublié de préciser, ce sera chez Hugo. Bah oui, Hugo, c'était les grands amis de Ludo, hein, ils étaient partenaires et tout ça, donc voilà. Ah, on change un peu de style. Donc toujours le 4 octobre, sortira chez J'ai lu La femme de ménage de Frida McFadden. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille grandement. Et à part Kim qui n'a pas aimé. Donc dans ce petit thriller domestique, on suit Millie qui va se faire embaucher comme femme de ménage, comme son nom l'indique, dans un beau domaine, une belle maison chez une riche famille, elle est Winchester. Voilà, elle va devoir s'occuper des tâches ménagères, mais aussi d'aller chercher la fille de la famille à l'école, etc. Millie, elle est logée au grenier dans une chambre qui n'est pas super attrayante, on va dire. Et en plus, bon, la patronne, au début, elle est assez avenante et tout ça, mais Millie va se rendre compte qu'il y a quand même des trucs qui clochent chez elle. Elle commence à devenir de plus en plus relou, faut bien dire, assez même toxique en fait. Et en plus, elle va apprendre, Millie, que donc sa patronne aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Mais heureusement qu'il y a donc le mari de la patronne, Monsieur Winchester, qui lui, en fait, est beaucoup plus gentil, avenant, etc. Et donc qui rend le boulot de Millie un peu plus attrayant.
Mais le truc, c'est que, ben voilà, il va se passer quelque chose et je ne vous dis pas quoi. Mais c'était très bien, c'était très très bien, c'était original, la construction, etc. Voilà. Après, ouais, ce que Kim n'a pas aimé, c'était les invraisemblances. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui sont très too much, on va pas se mentir. C'est un peu rocambolesque hein, à certains moments. Mais on se laisse quand même prendre au jeu. Et puis, c'est vrai que les retournements de situation sont quand même sympas, quoi. Il y a des très bons twists. Voilà. Moi, j'avais beaucoup aimé. C'était pas une clacasse, mais j'avais beaucoup aimé. Donc, je rejoins quand même les avis positifs sur ce livre. Et j'ai hâte. Voilà, parce que vous le savez, hein, il y a le 2 qui sort, c'est ce mois-ci, je crois, qui sort. J'ai hâte de lire le tome 2. Très, très hâte. Hop. Ah, c'est marrant, je vois. Alors, c'est fou, c'est la première fois que ça arrive. Je vois vos messages sur la vidéo avant de les voir dans le chat d'OBS. Ok. J'espère que c'est pas OBS qui met un douille pour le coup. Bon, il n'y a pas de raison, mais c'est pour ça que moi non. Pourquoi c'est pour ça que moi non? Ah oui. Ouais, je sais pas si on lève pas. Non, là, non, c'est pas lever les yeux au ciel toutes les 20 pages. C'est juste un moment. C'est juste un moment où il y a des trucs qui sont un peu too much, on va dire. Voilà. C'est surtout ça. C'est vrai, Babs. Mais c'est pas tout le long du livre non plus. Hein. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Hop. On passe au suivant que j'ai lu aussi. Petite histoire cruelle de Camilla Lackberg. Donc là, en fait, c'est un recueil, on peut dire ça, de 2 novellas qui sont Femmes sans merci et Sans passer par la case départ. Donc voilà, donc c'était sorti en grand format, c'était sorti séparément, hein, voilà, c'était des petits grands formats, on va dire, enfin ils étaient fins quoi. Et là ils ont décidé de les regrouper, voilà, pour en faire un seul livre. Moi j'avais adoré Femmes sans merci parce que bon voilà le côté très cathartique de la vengeance des femmes battues. Dans des relations toxiques, etc. Donc c'était cool. Par contre, j'avais pas trop aimé Sans passer par la case départ. Je crois que c'est la première fois que j'étais autant déçue. Alors, pas déçue en vrai parce que je m'attendais pas à un truc de ouf. Voilà, c'était sans prétention pour moi. Mais voilà, c'était très très bof Sans passer par la case départ. Bon, c'était synopsis assez classique, c'était, je crois que c'était des jeunes ils sont bloqués pendant le nouvel an, ou un truc comme ça, et ils vont se lancer un petit défi, un genre de Monopoly, mais version action vérité, quoi, et puis ça va partir en live. Donc le synopsis a l'air cool, mais en gros, c'était pas ouf, j'avais l'impression de lire un young adulte à la Gossip Girl, et bon, c'était pas, pour un thriller, c'était pas foufinou, quoi, voilà. Voilà. Et oui, il faut, évidemment, hein, surtout que le Prédicateur, le deuxième, là, j'avais beaucoup aimé. Le tome 2 de la saga Erika Falk. Oui, la couverture est moche, on est d'accord. Je préférais la couverture des grands formats, pour le coup. Mais bon, c'est comme ça. Surtout pour un Babel noir, c'est étonnant d'avoir fait une couverture comme ça. Hein. Coucou Christelle, j'espère que tu vas bien. Ouais, on en a fait... C'est la 5e. Voilà, c'est la 5e. Donc voilà, chez Actes Sud, dans leur collection Babel Noir, ça sortira le 4 octobre. Toujours le 4 octobre, on n'a pas fini avec les romances de Noël. Sortira Gâche Noël si tu l'oses de Florie C. Je sais pas qui est cette autrice, mais voilà. Chez HarperCollins Poche. Alors,
Ce qui est bien, hein, c'est que les romances de Noël poche, alors pas toutes, hein, il y en a qui, évidemment, qui sont des sorties poche de grand format, mais on en a quelques-unes qui sont des inédits, en fait, qui sortent direct en poche, notamment chez HarperCollins Poche et chez Hugo Poche, c'est des inédits. Voilà. Donc, dans cette histoire, on suit qui? Ambre. Voilà. On suit Ambre qui déteste Noël. Elle déteste Noël et en fait elle va... Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui. Mais comme elle a besoin d'argent, c'est ça. Comme elle a besoin d'argent, elle va prendre un boulot, faire un boulot qui consiste à être un lutin, une lutine, si vous voulez, au village du Père Noël. Voilà, et bon, elle a trouvé que ça, donc pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Et le truc, c'est que elle en a tellement marre que tout le monde lui dise ouais, mais Noël, c'est la magie, c'est la féerie, c'est les miracles et tout ça, qu'en fait, elle va décider de saboter Noël. En gros, voilà. Et donc, elle va s'aider dans sa mission du pâtissier du parc. Et bon, bah voilà, vous vous doutez que... Vous savez ce qui va se passer. Bon, c'est le problème des romances, hein. Il n'y a pas trop de suspense en vrai, hein. Mais bon. Moi, j'aimais bien l'idée de gâcher Noël. Ah ouais? Ah bah, ils disent inédit pourtant. Ah oui, après, c'est inédit chez HarperCollins, quoi. En fait, si c'était déjà sorti chez Harlequin, ça compte pas, quoi. Ouais, mais du coup, enfin, publicité mensongère. Parce qu'en fait, c'est pas inédit. Je veux pas dire, mais voilà, quoi. Coucou Nelly, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est pas bien HarperCollins, c'est pas bien de faire de la publicité mensongère. Allez, je passe à la suite, donc ça sortira toujours le 4 octobre, et on est encore le 4 octobre, et encore c'est la dernière, je vous rassure, avec une romance de Noël. Il s'agit de notre désastreuse Christmas Party. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les romances de Noël que je sélectionne, c'est toujours des c'est toujours des titres avec ça va mal se passer, c'est la merde, un Noël complètement gâché. Oui, mais c'est là que c'est drôle, donc voilà. Donc l'autrice c'est Émilie Parizeau. Et ça sortira donc chez Hugo Poche. Là, je crois que c'est aussi du direct en poche. Il me semble. Je sais plus. Autant celui de Ludo, c'est sûr. Après, je sais plus. Et oui. Ah oui, ils ont gardé le même titre, ok. Ouais, ouais, c'est sûr, Steph. Mais c'est abusé. Ah ouais, Nelly. Bah, moi, je préfère lire des romances de Noël qu'en regarder, en fait. Je sais pas, je suis... Ou alors, enfin, sauf si c'est drôle. Voilà, c'est toujours pareil, hein, que ce soit en livre ou en film, il faut que ce soit drôle. Sinon, ça me saoule, moi. Je suis pas très, je suis pas très midinette pour ça, moi. Donc, ouais, c'est clair, Christelle. Hein, mais là, ça va y aller. Hein. Bah, dans les sorties grand format, il y en aura aussi. Hein. Je vous le dis. Bon, peut-être moins que dans les sorties poche, parce que bon, les sorties poche, faut un peu plus meubler que les grands formats. Mais alors, dans cette histoire, donc on est avec une entreprise encore, décidément, qui s'appelle Warm Me Up. Réchauffe-moi. Et donc le directeur, alors c'est une marque de doudoune, voilà, Warm Me Up, d'où le nom, hein, c'est une marque de doudoune. Et le directeur de Warm Me Up a un péché mignon, c'est Noël. Et donc pendant toute la période des fêtes, l'entreprise doit être au diapason de cette fête et de l'humeur donc du directeur. Voilà, donc il y a les chants de Noël, les pulls moches, les pains d'épices, tout ça, tout ça. Et le truc, c'est que Blair, qui est l'assistante de direction, en a un petit peu marre des demandes extravagantes de son patron. Pour elle, c'est un cauchemar. Mais bon, elle n'a pas le choix, hein, c'est son boulot. Et il se trouve que la dernière lubie du patron, c'est d'organiser une grandiose Christmas party pour tous les employés. Et donc, Blair va être missionnée sur l'organisation. Putain, ça aussi, hein, je sais ce que c'est. Hein. Organiser des soirées de Noël et tout ça.
va être missionnée donc pour l'organisation de cette soirée. Mais elle sera pas seule, puisque le directeur va lui adjoindre un organisateur d'événements, voilà, qui s'appelle Souni. Et bon, évidemment, comme de par hasard, il est aussi mystérieux que séduisant qu'agaçant, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc ils sont jamais d'accord sur rien, etc., etc. Et en plus, il semble cacher des secrets. Bref, voilà, bon, le classique, hein, vous l'aurez compris. Ah oui, le fils du Père Noël est un con. Bah, je l'ai lu celui-là. Je l'ai lu celui-là. Ça va, c'était pas trop mal. Comme je disais, je sais plus quand, bah, au dernier live, je disais ouais, que je lisais une romance de Noël par an, en gros. Hein. Peut-être 2 parfois, mais bon, en général, c'est une. Et que franchement, il y en a peut-être une, enfin, il y en a une sur 5-6 que je vais aimer, quoi. Et là, bah, celle de l'an dernier, j'avais bien aimé. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais c'était sympa. Mais sinon, ouais, la plupart du temps, en fait, je suis déçue, ça m'énerve. Bon, bref, mais je persiste, hein, je persiste. Donc voilà, là, cette année, je sais pas laquelle je lirai, on verra. Voilà pour cette sélection de romances de Noël. Et là, boum boum boum, on passe de Noël à Halloween. Alors là, changement de style total, mais alors vraiment total. Avec donc un manga, on est toujours le 4 octobre. La moitié des sorties, c'est le 4 octobre en fait, hein. Cherchez pas. Et donc sortira Pumpkin Night, le tome 1 de Masaya Okazono et Seima Taniguchi. Et donc dans cette histoire, c'est quoi? Ah oui, dans cette histoire, on va suivre Asumi qui est sur les réseaux sociaux. Alors on ne dit pas à quels réseaux sociaux en particulier. Et en fait, elle a une nouvelle followeuse qui s'appelle Pumpkin Night, justement. Et peu de temps après avoir gagné cette followeuse, elle va recevoir une menace de mort, puis être sauvagement assassinée le soir même par une jeune fille avec une citrouille en guise de masque. Et on va suivre aussi Kazuya, qui lui c'est un garçon, qui lui aussi va recevoir un avertissement du même genre, qui lui dit que ses amis et lui seront les suivants. Donc voilà, et donc en fait on va être en gros dans un survival. Voilà, voilà. Un peu à la Halloween, hein, justement, voilà. Genre ça fait un peu slasher, hein. D'ailleurs, bah tiens, j'avais même pas fait exprès, mais ils disent à la fin un récit sanguinaire pour les amateurs de slasher movie. Voilà. Moi j'aime bien les slashers, donc franchement, celui-là typiquement, je pense que je l'achèterai parce que ça va tellement bien en plus avec la période d'Halloween, hein, que bah voilà, hein, alors je sens, et je sais pas, alors il y a pour l'instant il y a que je crois 3 ou 4 tomes en cours au Japon, donc on ne sait pas combien de tomes il va y avoir. Ce genre de manga, c'est pas compliqué, c'est soit il va y avoir très peu de tomes, parce que bon bah voilà, tu peux pas tu fais une vraie histoire, hein, ça va être que sur quelques tomes. Soit ils vont charger la mule en mode bon bah voilà, c'est un truc sans fin en fait, un slasher, hein, tu peux continuer très longtemps, hein, bah, comme ils ont fait avec la franchise de film Halloween par exemple. Donc soit il peut y avoir des dizaines de tomes. Donc bah moi c'est simple, hein, je vais l'acheter, mais au bout d'un moment, s'il y a trop de tomes, de toute façon je vais finir par me lasser, parce que quand c'est toujours la même chose, ça me saoule. Et voilà, mais je suis curieuse quand même du début, quoi. Voilà, voilà. Tu lis les livres de Anne Perry. Ok. C'est pas pareil. Donc voilà, il sortira chez Mangetsu, qui aime bien les trucs d'horreur d'ailleurs. Et j'ai très, très hâte de découvrir ça. On est toujours le 4 octobre. On est déjà au tiers des sorties, on est toujours le 4 octobre, hein, quand même. Sortira Trop de morts au pays des merveilles de Morgan Odick, je sais pas comment prononcer son prénom, et qu'il est français, ça peut très bien être Morgan. Qui sortira donc au livre de poche. Alors celui-là, je l'ai pas du tout vu passer en grand format.
Morgan Audi, que je connais que celui qui se passe à Tchernobyl, là. J'ai oublié le titre. Et puis il y a un dernier là qui vient de sortir aussi, ou qui va sortir. Mais, mais celui-là, non, je ne l'ai pas vu passer. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. S'il y en a qui le connaissent. Dans cette histoire, on suit Alice, d'où le pays des merveilles. On suit Alice qui a disparu. Enfin, on la suit pas du coup, vu qu'elle a disparu. Et depuis tout ce temps, où elle a disparu depuis 3 ans en fait, depuis tout ce temps, les gens se demandent si c'est pas son mari qui l'a tuée. Son mari, c'est Christian, qui a été rendu amnésique par un grave accident quelques jours après la disparition d'Alice. Et il se trouve que ce Christian, donc le mari, va embaucher un détective pour la retrouver. Et on nous dit que Alice, en fait, elle ressemble aux victimes d'un tueur en série désormais célèbre qui s'appelle le marionnettiste, enfin, qu'on a surnommé le marionnettiste, qui est un tueur au rituel assez macabre et qui va justement faire une nouvelle victime. Donc, et là, on va suivre Diane, qui est une ex-lieutenante en l'occurrence, qui a été révoquée pour violence et qui va se mêler un petit peu de cette affaire. Voilà. Donc, écoutez, ça a l'air intéressant. Ça a l'air pas mal. Ça n'a pas l'air d'être dans la mouvance de ce qu'il fait d'habitude, par contre. Donc voilà, personne ne l'a lu celui-là. Oui, une bonne raison de mourir, ouais, merci Karine. C'est celui auquel je pensais. Celui-là, je ne l'ai pas vu passer, je ne savais même pas qu'il existait, voilà, donc... Bref, donc voilà pour celui-ci. Ah, ça y est, on passe au 5 octobre. Ah, j'ai été mauvaise langue, il n'y a qu'un tiers des sorties. Enfin, un peu plus d'un tiers, parce que 10 sur 28 quand même. Ils sont le 4 octobre. Le 5 octobre sortira Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. Alors celui-là par contre, celui-là je voulais le lire pendant le Black November de l'an dernier parce qu'il y avait la thématique du cozy mystery anglais, tout ça là. C'était l'an dernier ou c'était l'année d'avant, je sais même plus, je suis tellement... le temps passe tellement vite qu'on ne sait plus au final. Mais du coup je l'avais pas lu. Et là il sort en poche. On est dans un huis clos. En fait, on est à l'approche de Noël. Et on suit Lily qui reçoit une lettre de sa tante qui, en fait, lui dit qu'elle doit venir participer à un jeu de piste. Voilà, apparemment, c'est une espèce de tradition, si j'ai bien compris. Voilà, un jeu de piste dans le manoir familial. Et Lily, en fait, elle est la future héritière du manoir, mais sauf que, voilà, elle n'avait pas très envie de retourner là-bas. Mais en recevant cette lettre de sa tante, elle se dit que c'est peut-être l'occasion de connaître l'assassin de sa mère, qui est morte 20 ans plus tôt et dont Lily est tentée. Et donc, elle va retourner au manoir d'Endgame. Et donc, il y a ce fameux jeu de piste, le Cluedo de Noël, en gros. Hein. Voilà, donc ça a l'air très très cool. Celui-ci, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Ah ouais, c'est pas du tout... Ah, tout le monde l'a détesté? Ah, c'est vrai? Ah, mais moi, je veux bien savoir pourquoi. Dis-nous, Steph, pourquoi tout le monde l'a détesté? D'accord, c'est pas du tout un cosy. Ok, bon, ça veut pas dire que c'est pas bien. Ce n'est même pas une enquête, c'est une blague. Tout le monde fait crac-crac avec tout le monde. Sérieux? Je rigole trop. Sérieux? Mais... Mais il n'y a pas de... un calvaire de lecture. Oh, putain, du coup, j'ai bien fait de pas le lire, alors. J'ai bien fait de pas le lire pour le Black November, alors, du coup. Sérieux. Mais d'accord. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Et le jeu de piste, c'est qu'il... Ouais, je sais pas, il consiste à quoi du coup?
Mais c'est ouf. Pourtant, y a rien qui laisse présager de ça dans les synopsis, quoi. C'est bizarre. Non, parce que, en général, parce qu'il peut y arriver qu'il y ait des romances ou des histoires de cul dans les thrillers ou machin, mais ils vont te dire euh, le beau ténébreux machin est là, ou je sais pas quoi, ou le mystérieux un tel, voilà. Et là, tu te dis, ouais, ok, il y a moyen, tu vois. Mais là, non. Là, non. Du coup, il y a quatrième de couve mensongère. C'est C'était avec qui là qu'on parlait des quatrièmes de couve qui n'ont rien à voir avec le livre. Bref, ok. Bon, très bien. Bah écoute, je le saurai, c'est bon à savoir pour celui-ci. Ensuite, on change un peu de style. Toujours le 5 octobre sortira La vie tumultueuse de Marie M. Non, pardon, de Marie W. La meuf, c'est pas lire, elle a lu le M à l'envers. La vie tumultueuse de de Mary W. De Samantha Silva. Ah oui, tu m'étonnes, Natacha, ouais, c'est sûr. Un romantique suspense. Ouais, je sais pas si c'est romantique si tout le monde couche avec tout le monde, hein. Pas très romantique. Ouais, mais justement, tu vois, romantique suspense, ça devrait être indiqué, que les gens sachent vers où ils vont, en fait. Il y a même pas d'enquête, à la fin, tu découvres un truc et tu fais « Ah, ok. » Ok, très bien. Donc, dans cette histoire, on est en août 1797 et on suit Mary qui donne naissance à sa deuxième fille. Et sa sage-femme est inquiète parce qu'elle se surprend. Je suis en train Pourquoi elle se surprend, non, mais on ne sait pas pourquoi elle est inquiète en fait. On nous dit juste que voilà, la sage-femme s'est attachée à la personnalité de Mary. Et Mary, ouais, en fait, si elle est inquiète parce que l'état de Mary se dégrade. On ne sait pas trop ce qu'elle a. Et donc la sage-femme va conseiller à Mary de raconter un petit peu sa vie à son enfant. Donc, visiblement, ça veut dire qu'elle en a plus pour longtemps, j'imagine. Et donc Mary va raconter le récit en fait de sa vie tumultueuse, hein, voilà. Et on nous dit voilà, c'est l'histoire d'une vraie combattante, d'une aventurière et d'une amante. C'est l'histoire. Alors, je sais pas si c'est une biographie ou pas. J'avoue, j'ai pas vérifié. Je suis con. C'est l'histoire de Mary Wollstonecraft, pionnière du féministe et mère de Marie-Sheila. Bah si, je suis con. Alors c'est marrant parce que putain, où est la fille? Non, mais la meuf ne lit pas les synopsis avant. Pardon. C'est vrai, c'est marrant parce qu'il y a Mary qui va sortir en grand format, qui est donc la vie de Mary Shelley, et là c'est la vie de la mère de Mary Shelley. Voilà. Donc j'aurais dû mettre, c'est pas roman, c'est biographie en fait. Autant pour moi. Autant pour moi. Pas romantique, cracra et même pas suspense. Ok. Donc voilà. Oui, c'est une biographie. Ouais, je lis pas les synopsis en entier. Bah souvent je lis pas les synopsis en entier en fait parce que j'ai trop peur de me spoiler sur quelque chose ou quoi. Et du coup quand je les relis des fois, après en vous les présentant, j'oublie la moitié des choses. Mais voilà. Ah ouais. Oui, effectivement, ça n'a rien de Agatha Christie, vu ce que tu dis, Steph, pour le roman d'avant. Donc voilà, ça sortira aux éditions 10-18. Et moi, ça m'intéresse pas mal pour le coup. Voilà, ce serait intéressant de lire du coup la biographie de la mère et la biographie de la fille. Ensuite, alors celui-là, il est très 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 attendu. Les aiguilles d'or de Michael McDowell, qui est l'auteur de Blackwater, la saga Blackwater, qui était sortie également chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Et donc là, voilà, Monsieur Toussaint l'Ouverture nous réédite un autre roman de Michael McDowell. Il s'agit donc des Aiguilles d'or. Et là, on est... Alors, je ne sais pas s'il y a une part de fantastique dans celui-là. C'est pas dit. On est un peu dans de l'historique, puisqu'on est dans le New York de la fin du 19e siècle. Et donc, on a d'un côté, en fait, l'opulence, la richesse, et de l'autre, le vice et l'alcool frelaté. Et en fait, à la frontière de ces deux mondes,
On va suivre une famille fortunée qui va chercher à asseoir sa notoriété en faisant mine de débarrasser la ville de sa corruption. Donc c'est la famille Stallworth qui est dirigée d'une main de fer par son patriarche, l'influent et implacable juge James Stallworth, assisté de son fils Edward. Et donc en fait il y a son gendre aussi avec eux, et en fait tous ils ont un plan impeccable: déraciner le mal en éradiquant une lignée corrompue de criminels, les Shanks. Alors de criminels voilà, 2 L-E-S. Donc ça va être un peu les hommes contre les femmes, j'ai l'impression, là-dedans. Voilà, alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi j'avais adoré Blackwater. Alors c'est marrant parce que dans Blackwater, il a un truc avec les femmes, hein, Michael McDowell, parce que dans Blackwater c'était un peu une matriarchie. Voilà, on avait une famille, c'était une saga familiale avec une famille qui était plutôt dirigée par les femmes. Donc c'est intéressant. Et là, voilà, on a une famille influente dirigée par des hommes et une famille influente dirigée par des femmes. Donc ça a l'air vraiment intéressant. J'ai celui-là, je pense qu'on va l'acheter, hein, honnêtement. Voilà, il a l'air très très beau aussi, hein, dans la même veine que les Blackwater. Oui, bah oui, mais c'est normal, hein, qu'ils fassent un peu le même genre de couve, c'est normal. C'est normal. Voilà pour celui-ci. Ça sortira le 6 octobre. J'ai oublié de préciser qu'on était passé au 6 octobre. Toujours le 6 octobre, on change de style, sortira le nouveau Victoire Toyon, Le cœur sur la table. Alors je rappelle que Victoire Toyon, c'est l'autrice des couilles sur la table, qui est à la base un podcast qui s'intéresse à la masculinité toxique, et qui a eu beaucoup de succès. Donc Victoire Toyon en a fait un livre, et là c'est pareil, voilà, c'est un autre podcast qui cette fois parle de l'amour, en fait, de la manière d'aimer aujourd'hui, de nos jours. Et donc pareil, un livre a été tiré de ce podcast. Et il est déjà, alors je sais pas s'il est sorti, oui, si, il est déjà sorti en grand format, je pense, hein, c'est pas du direct en poche. Mais c'est vrai que je l'avais pas vu passer, honnêtement. Et donc voilà, donc c'est sur l'amour aujourd'hui, en quoi les mythes romantiques nous habituent-ils à la violence, comment peut-on être hétéro et féministe, de quelle façon les systèmes oppressifs de genre, de race et de classe façonnent et abîment nos relations amoureuses, sexuelles et amicales. Merci pour le suivi, la République des livres, merci beaucoup. Comment construire de nouveaux modèles pour vivre et nourrir des relations plus profondes et égalitaires les uns et les unes avec les autres. Voilà, donc un livre qui réinvente nos amours contemporaines, dédié à toutes celles et ceux qui ne veulent pas attendre la fin du patriarcat pour aimer. Voilà, donc extrêmement intéressant. Alors moi je suis plus intéressée par les couilles sur la table. D'ailleurs Séverine me l'avait offert pour mon anniversaire. Il va falloir que je le lise quand même. Il serait temps. Coucou Malo. Oui, c'est pas grave. Bah je suis à la moitié en fait là. Je suis à 14 sur 29, tu vois, donc vraiment pile poil à la moitié. Enfin 14, ouais, en fait c'est 14, oui, si, 14 sur... c'est 13 en fait, c'est la 13e, hein, parce qu'il y avait la première diapo qui ne comptait pas. Voilà. Donc ouais, je sais pas si je l'achèterai celui-là. Je vais d'abord lire son premier. Très envie de le lire. Mais c'est aussi intéressant, parce que c'est vrai que voilà, le féminisme fait voir l'amour, les relations, et notamment les relations hétérosexuelles d'une autre façon aussi. Donc c'est intéressant de réfléchir à tout ça. Ah d'accord, ok Malo, ah bah ta fille c'est plus important, hein. Forcément. Ah ouais Julia, tu l'as écouté ce podcast, il est extraordinaire. C'est vrai que... ouais, j'écoute rarement des podcasts, on va pas se mentir. Autant j'aime bien écouter des vidéos, oui, ça se peut sur YouTube. Autant, ouais, j'écoute rarement des podcasts, j'écoute surtout des livres audio, etc. Mais c'est vrai qu'il y a... les podcasts de Méta de Choc, par exemple, sont extrêmement intéressants. Et du coup, ouais, c'est des podcasts de Victoire Toyon, ça doit être pas mal aussi. Donc, je veux bien te croire. Plutôt que d'acheter le livre, ouais, écouter son podcast, carrément.
va être pas mal. J'imagine bien. Donc voilà pour celui-ci qui sortira aux éditions Point. Toujours le 6 octobre sortira... Ah, pardon, j'ai perdu la page. Voilà. Je crois que j'ai tué ma femme de Frasse Micardson aux éditions de l'Aube, dans leur collection Micros Noir. Et là, en fait, je l'ai mis parce qu'on est avec... Alors, on est avec un true crime qui est raconté par... Alors, je crois que c'est un... Non, c'est un médecin légiste. Ouais, je crois que c'est ça. Qui a participé à une affaire. Donc, il va raconter cette affaire. C'est une affaire réelle, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, mais ils ne nous disent pas. Bon, enfin, c'est une affaire, en tout cas, voilà, de ce que je me souviens, de ce que j'avais lu, c'est une affaire de féminicide, hein, évidemment, bah, vu le titre, je pense que vous l'auriez deviné. Voilà, on nous dit juste ouais, que c'est une enquête pour féminicide. Et en fait, ce médecin légiste va dévoiler les travers d'une société et décrit les sombres manipulations destinées à la fragiliser. Voilà, donc j'en sais pas plus. J'en sais pas plus, mais ça a l'air extrêmement intéressant de raconter ça ouais, via la médecine légale. Pour le coup, ça change un peu des flics, des avocats, etc. Quoi. C'est pour ça que je l'ai mis, même si c'est une petite maison d'édition. J'ai très très envie de le lire celui-ci. Je suis vraiment très très curieuse de voir en plus un peu l'analyse. Alors en plus c'est suédois, hein. Donc pourquoi d'ailleurs? Pourquoi j'ai mis... Ah oui, non, oui, il est français. Oui, pardon, j'ai mis français parce que l'auteur est français, mais il a exercé en Suède. Je pense qu'il est d'origine suédoise, hein, vu le nom, mais voilà, on dit que... Et il est franco-suédois, bon voilà. Sorry. Il est franco-suédois, il vit en France, il a exercé en Suède. Voilà, je pense que là, c'est à peu près clair. Voilà. Ça a l'air pas mal du tout. T'écoutes des podcasts quasiment dès que t'as les mains prises. Bah moi c'est les livres audio du coup, donc ou les vidéos YouTube. Pour le coup. Ah ok, bon, j'espère que ça ira mieux alors Malo. Donc voilà pour celui-ci. On passe à la suite. Alors putain, j'avais même pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Les deux couvertures qui se suivent. Une route vue de haut avec une voiture et de la forêt sur le côté, hein, sauf que donc là version hiver, version printemps-été on va dire. C'est ouf. J'avais même pas fait gaffe quand j'ai fait les diapos. Donc toujours le 6 octobre sortira Toujours vivante de Nicolas Leclerc aux éditions Point. Et alors moi je l'ai en plus, enfin je l'ai en grand format, je l'ai en version dédicacée d'ailleurs, je l'avais acheté au Quai du Polar, alors, je crois que c'était même pas cette année, je crois que c'était l'an dernier du coup, je sais plus. Ouais, ça devait être l'an dernier, je l'ai toujours pas lu. Oups. Dans cette histoire, on suit Aïssatou et Sekou, qui sont deux jeunes de la vingtaine. Ils ont un rêve, c'est rejoindre l'Angleterre. Ils habitent en Guinée. Et donc voilà, ils vont se mettre en route pour rejoindre l'Angleterre. Mais en passant par la France, ils vont commettre un braquage qui va dégénérer. Et ils vont prendre en otage un cardiologue niçois et sa femme. Ils sont un couple bourgeois. Mais voilà, et apparemment, ils ont même quelque chose à cacher. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont fait cette prise d'otage? Voilà. Et donc, la phrase en dernier, c'est « À 20 ans, on n'est pas censé traverser l'enfer ». Donc c'est intéressant, je pense, parce que oui, ok, c'est des migrants qui commettent un braquage. C'est sûr que vu comme ça, on se dit, bon, c'est pas ouf. Mais en même temps, je pense que justement, ça va pas mal interroger la façon dont sont traités les migrants d'une façon générale. Hein. Je pense que ça va être pas mal là-dessus. Je sais pas. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, s'ils peuvent me confirmer ou pas.
Nicolas Leclerc, moi j'avais adoré, c'est pour ça que j'avais acheté celui-ci. J'avais adoré. C'était quoi? Le manteau de neige? Je crois que c'est ça. C'était un livre un peu thriller surnaturel, on va dire. Il y avait, enfin, ça me faisait beaucoup penser à Stephen King. J'avais vraiment adoré le manteau de neige et du coup, bah, voilà, j'étais curieuse de celui-ci, mais je l'ai pas lu encore. Donc, dites-moi si vous l'avez lu. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe au 11 octobre avec un petit manga. Il s'agit de The Summer Hikaru Died. Alors pareil, je sais pas combien il y a de tomes. Parce que pour l'instant, il y a que quelques tomes en cours au Japon. Donc voilà, je sais pas combien il y aura de tomes au final. Dans cette histoire, on suit Hikaru et Yoshiki, qui sont deux amis d'enfance, qui ont grandi ensemble dans un hameau reculé, pardon. Mais un jour, Hikaru disparaît en forêt. Il est retrouvé, mais Yoshiki commence à se... Donc 6 mois plus tard, Yoshiki commence à se dire qu'il y a quelque chose qui va pas, et en fait, il va se rendre compte que Hikaru, quand il a disparu, c'est pas lui qui est revenu, il a été remplacé par autre chose. Et donc il va, mais le problème c'est que Yoshiki, il n'a pas envie de faire son deuil en fait, il décide de poursuivre son quotidien aux côtés de cet être qui est le sosie de Hikaru. Ben voilà, parce que en fait il est dans le déni quoi, et voilà, il décide de faire comme si de rien n'était. Mais le truc c'est que d'étranges incidents vont se produire petit à petit dans le village. Ça a l'air très intriguant. Pour le coup, ça a l'air très intriguant. Moi, je veux savoir. Je veux savoir ce qu'il en est. Ah, celui-là, potentiellement aussi, je pourrais l'acheter, mais j'espère que ça va pas... J'aime pas commencer des séries de manga quand je sais pas combien de tomes il va y avoir, parce que si c'est pour avoir un truc à 30 tomes, ça va vite me saouler. Alors, je vais peut-être attendre. Je vais peut-être attendre de voir combien il y aura de tomes, mais le problème, c'est que avec un tome qui sort tous les 2 mois, ça risque d'être très long. Donc, je sais pas. On verra. On verra, mais ça m'intrigue beaucoup en tout cas. Celui-ci. J'ai oublié de dire l'auteur, c'est Mokumo Kuren. Voilà. Ensuite. Alors, on passe au 12 octobre. Et donc sortira un nouveau ancien Jacques Saucé, on va dire. L'Aigle Noir. Alors, je sais pas si c'est un one-shot. Je l'ai mis en pensant que c'était un one-shot. Hein, parce que moi, vous savez, je mets pas des tomes 2, 3, 4, etc. Et je sais que Jacques Saucé, il a une saga avec, avec des personnages récurrents. Là, je sais pas si c'est le cas. C'est pas précisé. S'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à le dire. On est donc dans cette histoire, on est sur une île de rêve, on nous dit... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, en fait, il se passe plusieurs trucs sur cette île. Donc, on va suivre déjà un sorcier vaudou qui va décider de fonder une obscure église loin de son Togo natal. Un homme qui va mourir dans une terrible attaque de requins. Une petite fille qui se replie sur sa détresse de jour en jour, on ne sait pas pourquoi. Et donc on est sur l'île de la Réunion. Voilà. Et on va suivre... Ok. Ça me saoule ce genre de quatrième de couverture complètement déconstruite, hein, mais bon. On va suivre Paul qui est un ancien commandant de police et qui va reprendre du service à la demande d'un riche industriel de l'île parce que son fils vient de se tuer en hélicoptère. Et il ne croit pas à la thèse de l'accident. Donc, Paul va devoir enquêter pour faire la lumière sur cette mort suspecte. Mais il y a aussi tous les événements autour. Bon, j'en sais pas plus. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. 30, c'est loin du max. Ah oui, pour le nombre de tomes. Oui, c'est clair. C'est clair, quand on voit One Piece avec plus de 100 tomes, c'est sûr. Voilà. Recoucou Laurence, vu que t'as déjà dit coucou tout à l'heure, mais...
Putain, t'as les 74 tomes de Bleach, la vache. Faut avoir de la place aussi, hein. Tu l'avais vu? Ouais, moi je l'ai même pas vu passer en grand format celui-là. Alors je suis pas particulièrement Jacques Saucé, faut dire. Est-ce que j'ai lu un Jacques Saucé? Je suis même pas sûre. J'en ai dans ma palle, hein. D'ailleurs, j'ai notamment en papier, j'ai celui sur les violences conjugales, là, alors je sais plus comment il s'appelle. Du poison dans la tête, du poison dans vos têtes, un truc comme ça. Puisque Kim avait fait le book trailer et du coup on avait reçu le livre. Mais c'était pas un tome 1. Alors du coup, j'étais là, est-ce que je le lis quand même? Est-ce que je lis les autres avant? Je savais pas trop. Donc voilà, mais au final, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, ok. Oui, ça va bien, merci Laurence, et toi? Allez, voilà pour celui-ci. Toujours le 12 octobre, alors là c'est un pavé un peu, mais... Sortira Les Nuits de la Peste d'Orhan Pamuk. Et là, donc, on est en 1901 sur une île au large de Rhodes, sur la route d'Alexandrie. Alors, a priori, c'est une île imaginaire, hein, voilà, c'est une île imaginaire, mais la dimension du livre est plutôt historique. Voilà, en fait, l'auteur s'est servi d'une île imaginaire pour parler un petit peu de l'histoire de l'Empire ottoman, notamment. Et donc, sur cette île, on a un sultan qui s'appelle Abdulhamid, qui en fait ah oui voilà oui je commence peut-être par le commencement. Donc en fait il y a la peste qui vient d'où le titre, qui vient d'arriver qui vient de se déclarer sur cette île. L'île s'appelle Minger, je sais pas trop comment le prononcer, et le sultan va dépêcher sur place sa nièce et le mari de sa nièce qui est un éminent spécialiste des épidémies. Et il va aussi envoyer son propre médecin. Et donc tous les trois ont une mission cruciale à mener sur cette île. C'est-à-dire voilà, savoir trouver comment éradiquer cette maladie, hein. Alors on nous dit que l'île est multiculturelle. En fait, les musulmans et les orthodoxes tentent de cohabiter. Et le truc, c'est que la maladie, évidemment, va agir là-bas comme un accélérateur de tension. Et donc, il n'y aura pas que la peste qui va faire des victimes, hein, évidemment. Et voilà, ça a l'air vachement bien. En plus, on nous dit, voilà, une grande fresque où se mêlent le roman historique et la fiction policière, tandis que s'amorce la chute de l'Empire ottoman. Ça a l'air trop bien. J'aurais foncé si c'était pas un pavé. Mais en même temps, c'est bien que ce soit un pavé, parce que bon, on sent le truc très lourd et très dense. Et je pense qu'il y a énormément de choses à raconter. Voilà, alors Orhan Pamuk, c'est un auteur qui a eu le prix Nobel de littérature. Donc ça doit pas être le dernier des cons, je pense que ça doit être extrêmement intéressant. J'ai très envie de le lire en vrai. Un jour, je pense. Ah oui, désolée pour toi Laurence. Ah oui, l'arthrose, je sais ce que c'est, donc je compatis. Bon courage. Combien de livres as-tu? Ah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup trop. Oui, j'ai pas lu, ouais, ça je le dis souvent, ouais. Je dis souvent. Mais celui-là, je l'ai pas. Pour le coup. Bon, là, il y en a plein, là, il y en a plein que j'ai pas. Je pense que. Je peux pas voir, mais. Ah si, je peux voir là. Juste pour voir, du coup. Dans le lot, je crois que j'en ai lu qu'un seul, là. Ah non, deux. Ouais, il y a le Camilla Lackberg et La femme de ménage. Je crois que c'est les deux seuls que j'ai lus, là, dans la liste. Hein. Voilà. Et après, non, par contre, il n'y en a aucun que j'ai, à part... Ah si, le Nicolas Leclerc. C'est tout. Ah non, en fait, voilà, pas tant que ça, au final. Ah si, il y en a un autre que j'ai, mais j'en ai pas encore parlé. Voilà. Ah si, il y a aussi le Endgame. Ouais, bon, voilà. Il y en a 3. 3 que j'ai et 2 que j'ai lus. En gros, voilà. Bon, c'est pas sur 28, c'est pas non plus... Coucou Fadou, j'espère que tu vas bien. Allez, je passe à la suite. Franchement, celui-là, il me hype de ouf, en vrai. Hein. Vraiment, il me hype. Même si c'est un pavé,
Ah, ça pourrait être un truc un jour où, je sais pas, où j'ai du temps. Après tout, j'ai bien lu, j'ai bien bouffé Le Maître des Illusions, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que ça sera pas avant l'année prochaine, honnêtement, on va pas se mentir. Alors, on passe au 18 octobre avec un manga. Cette fois, il s'agit de Jin Bride de Hitomi Takano. J'adore le dessin. Il y a un petit côté nana, un petit peu. Le manga a un nana. Le dessin est super beau. Et en plus, alors j'aime bien le titre, il y a marqué, enfin le titre, première phrase de la 4e de couve, il y a marqué science-fiction inclusive. Oh que c'est pour moi! Oh que c'est pour moi! Donc, ça sortira chez Glénat, je m'étonne que ce soit pas Akata, tiens. Et on va suivre Ichi, pour qui être une femme est un combat, comme toutes les femmes, en fait, voilà, elle est harcelée dans la rue, méprisée pendant ses rendez-vous professionnels, elle se démène pour se faire une place dans le monde. Et c'est dans ce contexte qu'elle va tomber sur un homme au comportement immature, non, inhabituel, immature peut-être aussi, hein, mais au comportement inhabituel, il s'agit de Makuhito Masaki, qui est un ancien camarade de classe. Et Makuhito, il souhaite la remercier pour une histoire qui se serait passée 15 ans plus tôt. Donc on ne sait pas ce que c'est. Du coup, Ichi, elle a pris l'habitude de se méfier des mecs, surtout quand ils veulent la remercier. Hein. Toi-même, tu sais. Donc elle se méfie, mais bon, comme il se montre toujours très respectueux envers elle, elle commence malgré tout à l'apprécier. Et il se trouve que Makuhito, il a un truc particulier, c'est qu'il a des tocs. Voilà. Et en fait, au final, cette femme, qui est une femme, et cet homme avec ces tocs vont petit à petit développer une entraide, tous les deux, qui va un peu les rapprocher. Mais ce rapprochement va faire remonter chez Ichi des souvenirs. La mystérieuse disparition d'une camarade de classe. Il y avait eu à l'époque, on me dit, il y avait eu d'étranges cérémonies dans son école. Et on n'en sait pas plus, mais c'est un passé qui va venir la rattraper. Ça a l'air trop bien. Et en fait, pourquoi science-fiction? Voilà, parce qu'on nous dit, en fait, donc tout le tome comme ça va être très réaliste, hein, contemporain et tout ça. Mais apparemment, à la fin du tome, on glisse dans la SF. Alors là, j'avoue que je suis ultra curieuse, mais vraiment, vraiment. Celui-là, c'est sûr que je vais l'acheter. Pareil, je sais pas combien de tomes il va y avoir. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de tomes en général. De toute façon, en général, les shoujo, il n'y a pas énormément de tomes. C'est rare. Enfin, ça peut, hein, mais c'est quand même assez rare. Du coup, ouais. Celui-là, j'ai trop envie de le lire. Je suis très curieuse de savoir quel va être l'aspect SF dedans. En plus, voilà, on nous dit que c'est inclusif. Il y a la thématique des tocs. Il y a évidemment la thématique aussi du sexisme. Ça a l'air trop bien. Mais ça a l'air grave bien. En plus, le dessin est magnifique. Il y a tout pour me plaire. Il y a clairement tout pour me plaire. Donc voilà, on nous dit... Voilà, en gros, on nous dit... Ce manga qui commence comme une critique sociétale, qui est intéressant, réussit à faire une culbute de 180 degrés à la dernière page du volume 1 pour se glisser vers le SF. Vers la SF, c'est mieux d'ailleurs. Mais bon. Un bel alliage qui donne un réalisme inattendu à un genre qui peine à sortir des stéréotypes. Bah oui, parce que le genre en question, c'est le shoujo, et c'est vrai que le shoujo, voilà, on reste un peu ancré dans certains stéréotypes, donc là, on sort de là. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'ai très hâte de le lire, celui-là. Vous aurez de mes nouvelles. Allez, je passe à la suite. Toujours le 18 octobre sortira le livre de toutes les réponses, sauf une, de Manon Fargeton. Donc je pense que vous devez connaître cette autrice au moins de nom. Alors moi j'ai un livre d'elle, je ne sais plus lequel c'est. Tout ce que dit Manon est vrai. Je crois que c'est sur une relation, un peu comme le consentement. Sur une relation entre une ado et un homme adulte. Et en fait justement c'est l'ado qui essaye de convaincre tout le monde que elle est totalement consentante. Voilà. Je crois que c'est ça, hein, l'histoire de tout ce que dit Manon est vrai. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et donc là, c'est un autre livre. Alors celui-là, par contre, je ne le connaissais pas. Il y a d'autres livres inconnus d'elle aussi. Il y a un truc avec les étoiles, je crois, dans le titre.
Je crois que c'est son plus connu, mais j'ai oublié le titre. Et là, donc, en fait, on suit Bérénice qui va faire sa rentrée dans un nouveau collège. Et le truc, c'est que Bérénice, son nom de famille, c'est Lamort. En un seul mot, Lamort. Et donc, évidemment, tout le monde va se moquer d'elle par rapport à ce nom-là. Mais il va y avoir une autre nouvelle élève qui, elle, a un nom encore plus original, on va dire, puisqu'elle s'appelle Pandora Hurlevent. Et du coup, bah, en fait, bon, j'imagine qu'elle aussi, elle va subir un peu les moqueries. En fait, les deux vont plus ou moins s'allier, finalement, pour un peu faire face aux autres. Et il va y avoir un troisième élève qui va se joindre à leur duo, qui s'appelle Lazare. Alors lui, on ne sait pas son nom de famille. Et donc, les trois apprennent à se connaître en échangeant des confidences, etc. Jusqu'au jour où Pandora va inviter Bérénice chez elle. Et on nous dit, la vérité se fait jour. Quelle vérité? Je ne sais pas. Ouais, il est tout petit. Il est tout petit, mais voilà, il faut vraiment que je découvre cette autrice, hein, parce qu'apparemment, enfin, je sais que voilà, j'ai vu toujours des bonnes critiques sur elle. Sympa les parents. Bah là, c'est les noms de famille, donc ils sont pour rien les parents, j'ai envie de te dire. Après, c'est vrai que quand tu t'appelles Hurlevent, t'essayes de donner un prénom un peu basique, quoi. Parce que Pandora, mais bon. Voilà. Ah, tu vois? Ah oui, elle est connue, cette autrice. Mais j'ai toujours pas... Il faut vraiment que je la lise. Il faut vraiment que je la lise. J'aimerais bien lire, ouais, tout ce que dit Manon est vrai. Pas de souci, Laurence. Donc voilà pour celui-ci. Qui sortira chez Rajo. J'ai oublié de préciser. Toujours le 18. Et on retourne sur un manga. Qui sortira aussi chez Glénat. Ouais, ben ouais, voilà, il était sorti chez Glénat ce mois-ci. Il s'agit de Mister Malo Blue. De Akaza Samamiya. Ah oui, je suis con, l'autrice est marquée là. Akaza Samamiya. Donc, on suit, dans cette histoire, on suit Shizuki, qui est victime, qui a été victime de harcèlement scolaire quand il était lycéen. Voilà, dès que je vois harcèlement scolaire, évidemment, c'est pour moi. Il a été victime de harcèlement scolaire quand il était lycéen et depuis il vit reclus. Alors bah oui, j'imagine que comme moi il a dû développer une phobie sociale quoi. Et donc voilà, ouais, c'est même au-delà, je pense que c'est même une agoraphobie parce qu'il visiblement voilà, même aller à la supérette du quartier, c'est le bout du monde. Et un jour en fait, il va croiser par hasard un ancien camarade de classe. Et il se trouve que ce camarade de classe, c'était un de ses harceleurs, c'était même le pire des harceleurs. Et ils ont un échange, on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais suite à cet échange, Shizuki est anéanti et il décide de mettre fin à ses jours. Mais à cet instant, il va y avoir un Deus ex machina, je ne sais pas comment, mais il va se retrouver à l'intérieur du corps d'une lycéenne à problème. Et donc, et on nous dit que c'est ce changement de vie inopiné qui va le conduire sur la voie du salut, puisqu'il y fait la rencontre d'un jeune homme radieux, capable d'illuminer son univers si sombre. Et on nous dit, serait-ce le début d'une belle idylle? J'aime bien l'idée, quoi, qu'en fait, il se retrouve dans un corps de femme et il tombe amoureux d'un autre mec, mais bon, c'est sympa. Mais du coup, le truc c'est que bon, c'est bien joli, je veux dire, ok, il y a un élément fantastique et tout ça, mais donc s'il a pris la place d'une lycéenne, qu'est devenue cette lycéenne? Qu'est devenu l'esprit de cette lycéenne? Voilà. Ça a l'air trop bien. Moi j'aime bien quand il y a des éléments fantastiques qui viennent servir en fait un message intéressant, etc. J'aime trop l'idée. Et putain, pareil. Et franchement, les mangas de ce mois-ci, là, alors pas tout, du coup j'ai mis vraiment ceux qui me hypaient, mais des fois j'en mets parce que j'aime bien l'idée, etc. Et que j'essaye de mettre un minimum de mangas. Mais la plupart du temps, voilà, c'est genre j'aime bien et tout ça, mais bon, j'irai pas jusqu'à les acheter non plus. Mais là, les 4, ouais, il y en avait 4, les 4 me hype de ouf. J'ai envie de les acheter, les 4. Comment on fait? Franchement, les 4 me hype de ouf. Bref. Tu me conseilles Malice de Gymne. D'accord, alors je suis pas très fantasy. Tiens, c'est Solveig qui va être intéressée, du coup, Jeanne. Parce qu'elle adore la fantasy.
Mais ça dépend, voilà. S'il y a une histoire, s'il y a un truc un peu original ou quoi, ça, ou un truc féministe aussi, ça peut me plaire. Mais du coup, attends, je vais le noter. Attends, je vais le noter là. Voilà. Comme ça, pour ça m'évite d'ouvrir un truc. Voilà. Pandora, on est d'accord, t'avais un ami, son nom de famille, c'était Bono, ses parents l'ont appelé Jean-Marc. Ah oui, Jean Bono, bah oui, évidemment. Évidemment. Merci Laurent, c'est gentil. C'est gentil. Donc voilà, pour celui-ci, ouais, c'est un gros manga, hein, 230 pages. Mais bon, c'est pour ça qu'il est un peu plus cher, ouais, 9,50 €. En général, les mangas, c'est 7-8 €. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Bref, voilà. Ah putain. Ah oui, j'avoue, Babs, c'est moyen. C'est ouf. Alors, toujours le 18 octobre sortira... Est-ce que j'ai dit la... Oui, j'ai dit Glénat. Sortira Si j'étais toi de Amber Garza aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-là, vous avez dû le voir passer, je pense. C'est un thriller domestique. Et celui-là, je l'ai dans ma palle. Voilà, c'est un des 3 que j'ai dans ma palle. Donc, dans cette histoire, on est chez Kelly. Kelly qui a un bébé et en fait un matin le pédiatre va l'appeler pour lui confirmer le prochain rendez-vous pour son bébé. Ah oui, non, elle n'a pas de bébé en fait. Pardon. Oui, parce que c'est ça le petit twist de la 4e de couverture, c'est que le pédiatre l'appelle pour un rendez-vous avec son bébé, mais le bébé de Kelly en fait il a 19 ans. Apprends à lire les 4e de coup et va... ouais, celui-là, en fait, comme je l'ai déjà, j'avais même pas lu la 4e, j'ai pas relu la 4e. Vous savez que moi, j'aime pas trop relire les 4e, je suis obligée, là, pour les sorties, de vous relire le truc, mais moi, j'aime bien, quand je m'attaque à un livre, ne plus savoir de quoi ça parle. Donc, voilà. Donc, le fils de Kelly a 19 ans, donc ce n'est plus un bébé, et du coup, bon, la secrétaire qui vient de l'appeler, c'est pas le pédiatre, c'est la secrétaire du pédiatre, du coup, elle est confuse, hein, elle lui dit « Ah, mais parce que c'est la mère d'un nouveau patient qui porte le même nom que vous ». Et du coup, Kelly, en fait, bah, elle est curieuse. Elle est curieuse parce que, bon, Kelly, elle se sent seule parce qu'elle a, voilà, elle était mère célibataire et son fils est parti à l'université. Donc, elle est toute seule et du coup, bah, elle s'ennuie un peu. Et voilà, elle est curieuse de découvrir cette femme qui a le même nom qu'elle. Et donc les 2 femmes finissent par se rencontrer, elles se lient d'amitié, ça fait beaucoup penser à mon amie Adèle un petit peu. Elles se lient d'amitié, sauf que cette relation va virer un peu à l'obsession. Et l'une des 2, Kelly, puisque du coup elles s'appellent toutes les 2 Kelly, hein, l'une des 2 Kelly va disparaître et l'autre sait peut-être pourquoi. Voilà. Ah, t'as adoré? D'accord, ok Steph. Ah, peut-être que je pourrais remonter dans ma palle alors. Parce que j'avoue que le synopsis me hype pas mal. Hein. Bien psychologique. Ah, j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Ok. Eh ben, ouais. Ah, selon les thématiques du Black November, il y a moyen que je le mette celui-là. Hein. Ce serait pas mal. C'est un que je fais toujours une présélection avant le Black November, avant de connaître les thématiques. Et je me dis, voilà. Alors, en général, c'est le but, c'est que j'essaye de proposer des thématiques où je peux rentrer mes livres, hein, et puis aussi les items de Décomme ta palle souvent. Et sinon, bah voilà, j'essaye de les rentrer comme je peux, mais... ok, ah c'est Julia qui en avait parlé. Très bien. Mais oui, ça me parle, ce truc-là, Si j'étais toi. Ça me parle. Quelqu'un en avait parlé, effectivement. Donc, voilà. Peut-être pour ça que je l'avais acheté, d'ailleurs. Maybe. Allez, sur ce, on passe donc à la suite. Désolée, hein, j'ai un tic, je sais, mais quand je mets du rouge à lèvres, souvent j'ai une espèce de gêne là, et c'est chiant. J'arrête de mettre du rouge à lèvres, vous allez me dire, mais bon. On passe, ça dépend des rouges à lèvres en fait. On passe le 19 octobre. Et donc là, on va de nouveau être avec un true crime, ou plutôt des true crime très précisément. Il s'agit de Faites entrer l'acquitté et quelques autres criminels de Gilbert Thiel, qui sortira chez Pocket.
Et en fait, c'est un recueil, on va dire, de plusieurs true crime qui ont donc pour point commun de concerner des gens qui ont été acquittés, mais qui sont en fait coupables. Voilà, en gros c'est ça. Donc de la belle époque aux années 50, les incroyables histoires d'acquittés coupables et de quelques assassins qui auraient mérité de l'être. Mérité genre d'être acquittés, c'est ça? Il y a les grands criminels, les grands procès, et puis ceux qui sont passés à travers les mailles du filet alors que leur culpabilité était pourtant avérée. Donc, alors Gilbert Thiel, c'est un juge, c'est intéressant. Et donc, il va nous expliquer un petit peu les dossiers d'instruction. Voilà, donc on a Esterhazy, le traître, Jeanne Weber, l'ogresse de la Goutte d'Or, Henriette Caillot. Ah oui, Jeanne Weber, j'avais vu son histoire déjà. Henriette Caillot face au directeur du Figaro, les sœurs Papin. Tiens, il y a beaucoup de femmes. J'espère que c'est un hasard si c'est des femmes dans les exemples. Ces récits esquissent la fresque d'une France s'éveillant à la modernité au début du XXe siècle et en filigrane le tableau d'une justice déjà en proie à des maux en passe de devenir chronique. Voilà. Mais ça a l'air bien, ça a l'air intéressant. La jeune femme passe le vendredi. Ah, Anya. Anya. C'est... ok, Alice. On essaye tous d'influencer les thèmes pour caler nos palmes. Oui, bah ça, j'imagine bien. Je me doute que je suis pas la seule. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que oui, après, voilà, je fais toujours une petite sélection de thrillers que j'ai envie de lire sur le moment, en fait. Donc, soit parce que c'est des nouveautés, ou des cadeaux, ou des livres dont on m'a parlé récemment, que j'ai dans ma palle, etc., quoi, forcément. Donc voilà pour celui-ci, je vous avais dit, il y a pas mal de true crime. Hein, c'est pas fini encore. Pas mal de true crime ce mois-ci. Ben voilà, ben le suivant c'est aussi un true crime. Donc toujours le 19 sortira Les meurtres de Low Country d'Arthur Serre. Donc aux éditions 10-18, donc dans cette fameuse collection Society, en fait c'est que des true crime. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Et donc, dans cette histoire, on est en Caroline du Sud. Alors, Arthur Serre, il n'est pas du tout américain en vrai, mais voilà, j'ai mis true crime américain parce que c'est une affaire américaine, c'est quand même mieux pour le coup. Je pense que c'est ça, hein, ouais. Mais par contre, il s'est installé là-bas justement pour suivre le procès en question. Donc, on est en Caroline du Sud en 2023, justement, 23 janvier 2023, donc au tout début de l'année. En fait, et donc c'est Alex Murdo qui est le 4e descendant d'une famille de notables, avocats et procureurs qui comparaît pour la première fois devant le jury du tribunal de Colton. Il est accusé d'avoir tué sa femme Maggie et son fils Paul dans la soirée du 7 juin 2021. Donc c'est vraiment tout récent, hein, c'est vraiment tout récent. Et en fait, voilà, ce procès va mettre un point final à une saga qui a fasciné les États-Unis pendant plusieurs mois. Une histoire folle et étrange mêlant crimes financiers, opiacés, corruption, tentative de suicide déguisée en meurtre et autres morts mystérieuses en 2015, 2018 et 2019. Et c'est aussi et surtout une histoire qui questionne l'Amérique sur elle-même, l'idée de la famille, du succès, du pouvoir, de la violence, l'histoire d'une dynastie sur le déclin dans un pays en déclin. Voilà. Donc, je connaissais pas du tout cette affaire. Mais du coup, ouais, forcément, ça donne envie de découvrir ça. Ah oui, Anya et Ludo l'avaient lu ensemble. Ouais, d'accord, ok, c'était ça. Ok. Très bien, très bien. Ouais, c'est vrai, Val, à chaque fois dans cette collection aussi, moi, c'est souvent des affaires que je connais pas, quoi. Pourtant, j'écoute pas mal de vidéos de true crime, etc. Mais ouais, je connais pas. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. On reste le 19 octobre. Alors en général, enfin là c'est un manoir, mais quand ça vaut 15 balles, je mets plutôt dans le grand format. Mais il va tellement y avoir de grands formats que je l'ai mis ici. Je me suis dit, allez, la limite c'est 15 euros.
Donc, sortira Mon vœu le plus sincère de Kiri, le tome 1. Oui, 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 c'est une autrice qui s'appelle Kiri, ok. Je pense que c'est une femme, même si l'histoire ne le dit pas. Et donc, dans cette histoire, alors c'est un manhwa, donc un webtoon, hein, ça sortira chez Kotoon, qui est une maison d'édition qui publie justement des webtoons. Donc on suit Happy qui a 20 ans, elle mène une vie tranquille, voilà, elle a ses amis, son travail, etc. Mais un jour, elle va rencontrer un génie. Alors pas un génie dans le sens... voilà, un génie dans le sens littéral du terme, un génie. Et donc ce génie va lui offrir, il s'appelle Prince, avec un A, A-I-N. Il va lui offrir un seul vœu. Mais donc elle va proposer un vœu, mais il va lui... Alors, on ne sait pas ce que c'est, mais il va lui dire non, non, je veux pas ça, c'est trop banal. Et du coup, il va lui dire de réfléchir, voilà, à un vrai vœu, son vœu le plus sincère. Et donc, ils vont passer du temps ensemble pour réussir à trouver quel serait le vœu le plus sincère de Happy. Bon, voilà, celui-là, je pense pas, par contre, je l'achèterai. Je pense en plus que ça va partir en romance entre le génie et la jeune femme. Mais bon, j'aimais bien l'idée du vœu, voilà, qu'elle va être son vœu le plus sincère. Donc, je l'ai mis. Et puis, j'aime bien les webtoons. Mais voilà, prêt à 15 balles, c'est toujours un peu plus compliqué, hein. Les webtoons, ils sont plus chers parce qu'ils sont en couleur. Ils sont vraiment en papier glacé, etc. Bisous, Michel! Ah, t'es resté plus tard que d'habitude. Bonne nuit, merci d'être venu. Donc voilà, je l'ai mis, mais je pense pas que je l'achèterai celui-là. Au contraire des mangas qui pour le coup là, me tentent vraiment. Voilà pour celui-ci. On passe au 20 octobre. C'est l'antépénultième. Sortira moi aussi MeToo au-delà du hashtag d'un collectif d'autrices. Et donc j'ai pas trouvé, ils l'ont pas encore dévoilé, hein, la couverture de la version poche qui sortira pas chez Kotoon d'ailleurs. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu, pardon, c'est un copier-coller. Excusez-moi, c'est évidemment pas Kotoon, hein, c'est point. Voilà, point. Donc je pense que ça va être les mêmes couvertures, les couvertures violettes comme celui de Victoire Toyon, etc. Les fameuses couvertures violettes des essais féministes de point. Voilà. Donc désolé pour ce petit bémol, hein. Voilà. Donc dans cette histoire, donc évidemment, c'est pas une histoire, hein, on va parler de MeToo. Et en fait, c'est un collectif donc de autrices, journalistes, militantes, musiciennes, étudiantes, philosophes, chercheuses ou essayistes qui vont en fait donner un petit peu chacune leur interprétation en gros du phénomène MeToo. Voilà. De ce que ça a créé, de ce que ça a entraîné, etc. Comment elles l'ont vécu. Et aujourd'hui, voilà, comment ce mouvement est perçu aujourd'hui, hein, sachant que on voit maintenant qu'il y a une espèce de backlash, hein, on voit que le conservatisme prend de l'ampleur et en réaction justement au progressisme qui a connu un bond, et notamment avec MeToo, hein, aussi. Et voilà, donc je pense que ça va être un peu une interrogation de ces femmes par rapport à ça. Et c'est ça, point féministe. Et donc voilà, l'autrice qui a regroupé tous ces textes, c'est Rose Lamy. D'ailleurs, je suis en train de lire là, son dernier, En bon père de famille, qui est excellent, je l'ai presque fini. Rose Lamy, qui est donc une militante, hein, sur Instagram, qui est l'autrice du compte Insta Préparez-vous pour la bagarre, et qui a écrit notamment, c'était son premier, Défaire le discours sexiste dans les médias, qui était extrêmement intéressant. Voilà, Rose Lamy, elle analyse beaucoup le traitement médiatique
en fait, alors défaire le discours sexiste dans les médias, c'était notamment des affaires criminelles, etc. Mais d'une façon générale, en fait, comment le féminisme est perçu. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Celui-ci, il y a moyen que je l'achète, honnêtement. Je suis très très curieuse. Voilà, voilà pour celui-là. Et on passe au 25 octobre avec la sortie de Les Douces de Judith Dacosta Rosa, qui, comme son nom ne l'indique pas, est française. Et donc dans ce petit contemporain, enfin petit, il fait quand même 408 pages, hein, on va suivre 4 amis, 4 adolescents, 3 filles et un garçon. Donc c'est Hannibal, Dolores, Zineb et Bianca, qui en fait, voilà, elles, du coup, il y a 3 filles quand même. Ils étaient tellement on va dire, elles étaient tellement proches les uns les unes des autres que on les pensait frères et sœurs et même parfois amants. Et un jour, le soir du bal du lycée, Hannibal, donc le seul garçon de la bande, va disparaître. 8 ans plus tard, on va retrouver son corps, enterré dans la propriété d'un célèbre sculpteur qui était professeur de poterie pour les enfants du coin. Et donc, j'imagine qu'on va convoquer le professeur, mais on va aussi convoquer les 3 amis d'Hannibal, Dolores, Zineb et Bianca, qui vont être convoquées par la police et elles vont se mettre à parler et à révéler en fait leur histoire d'amitié qui était loin d'être si parfaite que ça, parce que les 4 amis cachaient de lourds secrets. Voilà. Ça a l'air bien, hein. Ça a l'air bien. Voilà, on nous dit les 12 dressent le portrait en clair-obscur de la génération Z, cruel et prometteur. Ah, celui-là, je ne l'ai pas vu passer en grand format, mais je suis très très curieuse. Pour le coup, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Ça m'a l'air intéressant. Voilà, voilà. Et donc, on va passer au dernier, le der des der. C'est toujours le 25. Il s'agit de Une histoire naturelle de l'amour et de la mort de Margaret Renkel. Et regardez-moi cette magnifique couverture. Celui-là, je crois que je l'ai mis en grande partie pour la couverture, tellement elle est sublime. Ça sortira chez J'ai lu. Et le titre, j'adore le titre et la couverture. Voilà, c'est vraiment, je craque là-dessus. Alors que l'histoire, c'est pas forcément un truc vers lequel j'irai. Mais voilà, comme quoi des fois, hein, ça peut, voilà, un titre, une couverture, ça peut changer des choses. Mais oui, pour le coup, celui-là, pareil, je pense que tu parlais du précédent, Malo, mais celui-là, pareil, je ne l'ai pas vu passer. Donc, dans cette histoire, on est dans l'Alabama. Ah oui, alors, c'est un récit un petit peu autobiographique. Dans le sens où l'autrice Margaret Renkel, en fait, raconte un petit peu des histoires de sa famille. Je suis en train de regarder, en fait. De ses grands-mères et ses arrière-grands-mères. Voilà, c'est ça. Et ainsi que sa mère et ainsi que ses parents, en fait, hein, voilà. Ouais, c'est ça. Un portrait tendre et honnête de sa famille. Et en fait, elle raconte aussi, voilà, elle raconte un peu l'histoire de sa maison, de son jardin. Pourquoi pas. Ah oui, c'était ça aussi qui m'avait interpellée, c'est que c'est un roman un peu écolo. Elle nous dit qu'elle parle aussi de sa lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Voilà. Donc voilà, c'est pas forcément un livre vers lequel je serais allée, mais je sais pas, c'est trop beau, alors je sais pas. J'aimerais bien... oui, du coup, oui, forcément. J'aimerais bien voir des avis là-dessus. Il faudra que je regarde des avis là-dessus. S'il y a eu des retours sur ce livre-là, qui est absolument sublime. Tiens, je regarde à quoi ressemble la couverture en brochet. Je suis dessus.
Alors, parce que peut-être la couverture en brochet va me parler, hein. Quand ça veut, hein. Bon. Ah. Ah oui, alors, elle est jolie, la couverture en grand format, mais bon, rien à voir avec celle-là, hein. Rien à voir avec celle-là. En fait, elle est blanche et il y a des petites fleurs avec un nid d'oiseau, mais elle est très vide, en fait. Alors que celle-là, elle est... celle-là, elle pète, quoi. C'était sorti chez Juillard. Voilà, pour information. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait le tour des sorties. C'est bien, je finis pas trop tard. Je voulais pas finir à 11 h. Je suis contente. Donc, du coup, je vais arrêter là pour YouTube. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve... Je suis en train de réfléchir, mais en fait, on va se retrouver avant, pour une fois, on va se retrouver avant les sorties. Voilà, c'est pour ça que c'est bien que j'ai mon téléphone. Je regarde toujours mon petit planning, mais je crois que jeudi, c'est un bilan lecture. Donc, yes, c'est ça. Donc, la prochaine vidéo, ce sera un bilan lecture. Donc, ce ne sera pas encore les sorties grand format. Donc, vous l'aurez, comme ce sera jeudi, vous aurez certainement la vidéo samedi, je pense. Parce que le vendredi, je ne suis pas là. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour les autres lives. Hein. Toujours pareil, c'est vrai que je le dis jamais, mais voilà, mes lives, c'est mardi, jeudi, dimanche à 20h30. Et le lundi de 18 à 20h, c'est un Read With Me. Voilà, à bientôt YouTube. Des bisous. Ciao.